Mais enfin, monsieur Lumley, vous ne pourriez pas me dire pourquoi les chambres ne vous plaisent pas? Un beau jour d'été Il vers n'y avait pas à midi, s'y son tromper. père mourut La écrasé logeuse par la était chute Quel vexée. d'un âge a arbre. réellement Miss de La Groot? patience de Michael sa en fut le voix, seul de ses témoin. 60 traits, ans ou moins? allait Il d'une fut Du un bord de minute à temps la où les l'autre dieux pour les clairière, renifler. donnaient de la du voix. grand Charles sapin faillit commençait à gémir faire tout haut. connaissance Les à peine éditions qu'il du eut savait Typhon. vraiment quelques qu'il mètres, expliquait. Demi-dieu emporté encore. par la Quelle route étape bien espérée. Un avant rendez-vous Miss de Groot? proposé par la librairie La Combien de Carline. l'âge que peut avoir cette tâche en place? Un beau jour d'été vers midi, son père mourut écrasé par la chute d'un arbre. Michael en fut le seul témoin. Du bord de la clairière, il vit la cime du grand sapin commencer à frémir, mais sans osciller comme d'ordinaire. Emporté par la rotation de ses branches, l'arbre tout entier tourna très vite sur lui-même avant de s'abattre avec fracas, comme une tour arrachée de ses fondations s'effondre. Le vacarme de la chute étouffa le faible cri poussé au pied de cette montagne de verdure qui s'écroulait d'un coup. La bouche encore pleine du jus de myrtille à peine englouti, l'enfant ne bougea pas, s'abandonnant à la puissante vision. Le sol où reposaient ses pieds nus trembla jusqu'à ce que le vent léger disperse dans la forêt le nuage de pollen et que le monstre vert, projeté en travers de la clairière, s'immobilise. De ne pas apercevoir son père, qui par sa force et son audace venait de réussir cet exploit, ne l'étonna pas. Son collègue aussi demeurait invisible, l'homme que les enfants appelaient le soldat parce qu'il s'amusait parfois à braquer sur eux le long manche de sa hache, comme le canon d'un fusil, en imitant si parfaitement avec sa bouche le bruit des détonations que la petite troupe de gosses déguerpissait effrayée. Michael était le seul qui jamais ne cherchait à éviter les balles meurtrières. Il affrontait avec un regard intrépide cette mort prématurée. Ce courage-là plaisait aux soldats, qui portaient à l'enfant une vive affection et aimaient lui prédire une belle carrière de général. En s'avançant à tâtons dans la mêlée verte des branches brisées, Michael découvrit son père et le soldat. Le premier était couché sur le dos, la hache encore entre les mains, un mince filet rouge-violet aux lèvres. Michael pensa au jus de myrtille, bien qu'aucune n'apparaisse dans la mousse déchiquetée. L'autre était allongé, face contre terre, bras étendus. Une branche de sapin forte comme un jeune arbre pesait de tout son poids sur ses reins singulièrement plats et affaissés. En vain, Michael chercha le manche de la hache d'où le soldat avait coutume de faire jaillir sur eux la mort. Il plaça la double gamelle bleue, remplie de soupe et de viande, à l'ombre du tronc abattu, et il s'assit près de son père, attendant patiemment comment cet étrange jeu silencieux allait se terminer. Une tige de clochette, restée par miracle intacte, s'inclinait sur le front du mort, tourné contre terre. Le regard de l'enfant allait et venait du bleu finement veiné des fleurs à l'étonnante blancheur de ce front voilé d'ombre. Son dos s'enfonçait dans les herbes, formant à ses yeux une cabane que le haut soleil tachetait de poinçons dorés. Des gouttes de résine jaune clair s'écoulaient déjà des rameaux brisés, en emplissant l'air de leur odeur âcre. Furtivement, un lézard aux flancs palpitants se faufila, effleurant presque les mains du père, avant de disparaître. Écoutant le doux appel monotone d'un pinson au-dessus de la forêt, l'enfant attendit encore un moment. Puis il pensa que le mieux était d'imiter les deux hommes, de fermer les yeux et de se laisser glisser dans une douce somnolence. L'un d'eux finirait bien par se lasser avant lui de ce jeu et reviendrait à la vie. Un faible gémissement qui semblait monter des profondeurs des branches le réveilla. Le soldat, toujours immobile dans la même position, se plaignait sourdement, comme s'il avait de la terre plein la bouche et comme s'il ne pourrait jamais plus imiter de ses lèvres l'appel clair et brutal de la mort. Puis l'enfant, qui sentait une secrète épouvante grandir en lui à mesure que ses rêves s'évanouissaient, aperçut des petites mouches noires qui s'affairaient autour du visage de son père. Il en avait vu souvent se poser sur des visages endormis, mais il se douta que cette fois le dormeur dormait d'un sommeil bien trop profond pour pouvoir les chasser au bord de ses yeux d'un battement de cils. Saisi d'un pressentiment obscur et animal, l'enfant, pour la première et dernière fois, fut secoué d'un unique sanglot. Il cassa entre les branches du sapin un rameau de tilleul déjà flétri, et avec chassa les insectes des yeux de son père. Instinctivement, il se raccrochait à sa tâche, sans se soucier ni des heures qui passaient, ni de la plainte sourde et régulière du soldat, qui semblait sortir de terre comme un appel.
Certes, l'enfant se rendait bien compte qu'il ferait mieux de courir jusqu'aux chaumières grises du village, d'interrompre sa mère ou quelque autre grande personne dans leur travail quotidien, et de leur dire que là-bas, dans la forêt, 2 hommes, ni endormis ni éveillés, étaient couchés sous un arbre, et que le soldat ne pouvait ou ne voulait plus épauler sa hache comme un fusil et faire feu sur ses ennemis. Malgré son impuissance et sa détresse, il savait ce qu'il devrait faire, si bien qu'à plusieurs reprises il quitta l'abri de feuillage et marcha en portant son regard au-delà de la clairière, plus loin que le bord du marais entouré de pins rabougris aux teintes bleuâtres sous le ciel sans nuages. Mais dès qu'il se retournait pour un dernier adieu, il voyait de nouveau les mouches noires bombiller autour des yeux de son père. Il lui semblait alors qu'il lui était défendu d'abandonner ses yeux si calmes au déchaînement des insectes. Il finissait donc par retourner à sa sombre cabane désormais transpercée par les flèches obliques du soleil. Il reprit sa tâche monotone et les sourcils froncés luttait contre le sentiment de désespoir qui l'envahissait et le faisait épisodiquement frissonner. C'est seulement au crépuscule que des gens trouvèrent les 2 corps et l'enfant. Aux questions qu'on lui posait, Michael répondit « C'est à cause des mouches, il fallait que quelqu'un reste là pour chasser les mouches. » Ils relevèrent le cadavre et le mourant qui avait les reins brisés et fabriquèrent 2 civières en entrelaçant 2 branches vertes. Et ils regagnèrent le village où toutes les portes étaient ouvertes et où le bétail enchaîné mugissait comme s'il sentait passer le souffle glacial de la mort.